Alors bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous voir en ce jour d'automne. Je salue les auditrices et les auditeurs en ligne qui écoutent ces vidéos qui sont disponibles quelques jours après cette présentation. Donc après une entrée en matière la semaine dernière où je faisais un parcours historique des représentations ou des métaphores utilisées pour appréhender le génome, aujourd'hui nous allons commencer à rentrer en matière de façon plus précise. Et j'ai intitulé ce second cours sur l'information « Code biologique », car c'est une bonne façon, il me semble, de commencer à appréhender comment un système biologique utilise l'information d'une façon compacte et efficace pour générer de la diversité. Et finalement, le sous-thème inhérent à celui du code sera celui de voir de quelle manière, et à travers différents exemples, une certaine diversité de situations biologiques, la diversité étant une des caractéristiques du vivant, et représentée de façon très compacte ou très compressée par un code. Alors d'abord, pour remettre les choses bien en place, un résumé très rapide du cours dernier, où on a vu que l'œuf, à partir duquel tous les organismes multicellulaires procèdent, peut être représenté comme un état compressé d'informations. On a vu de quelle manière on a découvert, essentiellement avec Boveri, comment le génome est un porteur d'une information propre au développement des organismes multicellulaires. Et on a vu ensuite, c'était l'essentiel du cours, différentes métaphores qui permettent de se représenter le génome, la blueprint, le code script, le programme, la recette, etc. Les métaphores ne manquent pas. Et on avait conclu en fait que ces métaphores, quoique utiles à nos moments critiques, ont des limites ou en fait ne sont pas adéquates pour rendre compte de propriétés telles que la plasticité ou l'adaptation d'un système biologique, le fait que à la différence d'un programme informatique qui ne souffre pas en fait, d'erreurs d'écriture dans le code, un système biologique résiste très très bien aux mutations. Il y a quelque chose qui est propre au système vivant qui n'est pas représenté adéquatement par ces métaphores, et ce qui nous avait amené à parler ou à commencer à discuter du mapping entre le génotype et le phénotype, et de voir combien il était plus adéquat de le penser en termes de système dynamique dans des espaces à grande dimension. Et là, on avait vu la contribution essentielle de Waddington pour commencer à penser de cette façon-là, puis de Perelberch et bien d'autres. Et pour finir, on avait conclu que dans le cadre de ces systèmes dynamiques à grande dimension, on pouvait se représenter le génome comme une façon d'encoder de façon très compacte à la fois ce qui code la dynamique dans ces systèmes à grande dimension, ainsi que ce qui contraint leur évolution. Donc aujourd'hui, le plan du cours va commencer par une présentation générale des caractéristiques propres à un système d'encodage et de décodage dans le monde chimique du vivant. Certes, les premiers cours vont être très axés sur l'information chimique du vivant, mais pour ceux qui ne sont pas exclusivement intéressés par la chimie du vivant, moi, mais bien d'autres ici dans cette pièce, nous verrons dans différents cours combien il y a de différentes façons de penser l'information de nature mécanique, et même dans les cours 5 et 6, de nature géométrique ou structurelle. Mais aujourd'hui, on va parler d'informations essentiellement chimiques, et je vais, après cette présentation générale, parcourir 4 champs de codage d'informations chimiques qui correspondront à 4 cas d'étude, le code génétique, le code transcriptionnel, le code de signalisation et le code d'adhésion, ce qui nous permettra, pour finir, de conclure pour voir certaines propriétés générales que l'on retrouve dans ces différents systèmes, ainsi que quelques différences. Donc de façon très intuitive, quand on pense à codage, on pense déjà en termes de communication humaine à un système représenté ici par le Morse, qui est un exemple parmi tant d'autres, dans lequel on peut voir effectivement un message qui est d'abord encodé, puis qui est transmis ou envoyé d'une personne qui l'envoie à son destinataire, et puis qui est finalement interprété sous forme de décodage au niveau du receveur. L'information vue par ce système de communication, en fait, s'écoule, se déploie, comme on le sait, pour les humains à l'échelle de la planète, mais on va essayer de voir comment, effectivement, de façon similaire, l'information se déploie dans un système biologique. Alors, quand on parle de cette métaphore, on voit bien que le code est utilisé d'une certaine manière comme un intermédiaire entre deux formes d'information, celle de l'émetteur et celui du receveur, que le code ainsi transforme une information en une autre, ou pour le dire différemment, en suivant ce que l'on a vu la dernière fois, le code permet de passer d'une représentation à une autre. Donc cette représentation étant elle-même potentiellement très abstraite. Alors effectivement, comme on le sait tous, l'information biologique est essentiellement chimique, bien qu'elle ne le soit pas exclusivement. Et pour prendre l'exemple
d'un système biologique dont j'avais parlé lors de mes cours il y a 3 ans, lors de la motilité cellulaire, celui du chimotactisme de la bactérie Escherichia coli, qui, comme vous le savez, a une nage aléatoire fait de run, puis de changement de direction ou tumble, et qui permet à la bactérie de remonter un gradient de glucose. Donc la cellule, la bactérie, est capable de décoder une information venant de son environnement, la concentration de glucose, que l'on voit ici représentée par la liaison de ce chémoattractant sur des récepteurs de surface. C'est l'input du signal, puis une transmission par une boîte noire, qu'on n'a pas besoin de caractériser à ce stade, et un output qui va être le changement de fréquence de rotation du flagelle qui permet justement ces changements d'orientation de la bactérie. Donc on est bien dans une situation de input-output qui est caractéristique de beaucoup de systèmes biologiques. Alors justement, et encore une fois, en guise de résumé, on peut ouvrir la boîte noire et voir quelques propriétés essentielles de ce système de transmission d'informations qui relie la concentration d'un chémoattractant et une propriété de nage de la bactérie, comme la sensibilité ou l'adaptation. Les propriétés essentielles sont la spécificité de ces systèmes, leur sensibilité ou leur gain remarquable, la vitesse à laquelle ils répondent, la résistance au bruit qui les caractérise et leur propriété d'adaptation qui leur permet de remonter des gradients de grande amplitude. Et pour donner une image, par exemple, de la sensibilité de ces systèmes de détection d'une information dans l'environnement, une augmentation très modeste de 1 molécule par seconde parmi 600 récepteurs qui peuvent le lier, c'est-à-dire une variation de l'ordre de 1 pour 1000, génère en fait une augmentation une variation du biais de rotation du flagelle de 10%, ce qui permet en fait une augmentation de la longueur des runs d'un facteur 3. Donc une détection extrêmement sensible de ces systèmes. Et également, comme je l'avais dit, l'adaptation de ces systèmes qui leur permet, tout en étant très sensibles, de parcourir une gamme d'amplitudes de détection extrêmement importante, ce que l'on rencontre dans nombre de systèmes sensoriels. Alors ça, c'est un exemple bien connu que je résumais rapidement ici, mais finalement, je vais montrer dans les quelques diapositives suivantes que malheureusement, les systèmes biologiques d'information sont extrêmement complexes parce qu'il y a beaucoup de signaux de l'extérieur qui sont utilisés comme source d'information pour une cellule. Et puis également, l'information n'est pas simplement détectée de l'environnement, elle est également modifiée, transmise à l'intérieur de cellules et de cellule à cellule dans un organisme. Donc on imagine un cadre extrêmement complexe. Dans le cadre du métabolisme, aussi une représentation pas forcément très rassurante du métabolisme cellulaire, mais qui montre la multiplicité des formes de molécules et des flux d'informations qui les parcourent. Et de façon très simpliste, pour nous, on va retenir peut-être ce genre de diagramme. Ici, c'est finalement l'anabolisme, le catabolisme, c'est-à-dire comment, à partir de molécules, on peut extraire une source d'énergie de l'ATP, et comment, à partir de l'ATP, moyennant des enzymes, on peut, lors de l'anabolisme, fabriquer au contraire toute une série de molécules, des acides nucléiques, des acides gras et des acides aminés et des protéines. Et de façon encore moins rassurante, quoique nous reverrons plus tard une façon simplifiée de ce genre de représentation en termes de codage, ou l'information des voies de signalisation qui est extrêmement préoccupante quand on voit la multiplicité des voies de signalisation. Comment peut-on comprendre ce genre de choses? Donc finalement, c'est à dessein que je vous montre des images qui sont incompréhensibles. C'est justement pour souligner l'effort qu'il y aura en s'intéressant à l'information, d'essayer de les comprendre d'une façon maintenant plus formelle et plus utile. Au cours du développement des organismes multicellulaires également, j'avais cité rapidement cet exemple, je le recite ici pour l'avoir à l'esprit, les voies de signalisation de réseaux génétiques qui sont nécessaires pour la spécification de certaines propriétés cellulaires qui sont importantes lors du développement d'un organisme multicellulaire comme nous, ou ici l'oursin, le travail ici de Eric Davidson. Donc à ce stade, quelques mots sur, quand on parle d'information, de quoi parle-t-on? L'information au sujet de quoi? Donc déjà, on peut faire l'hypothèse qu'il existe une information qui est utilisée par le système biologique pour gouverner sa propre évolution. C'est l'information propre au système que le chercheur va essayer de découvrir. Et il y a l'information que le chercheur, expérimentateur ou théoricien va essayer de déceler ou de modéliser ou de se représenter d'une façon qui est adéquate ou conforme à la description du système, et qui lui permet de prédire son évolution. De sorte qu'en point 2, on peut dire que je propose une définition très opérationnelle de l'information qui va correspondre à l'ensemble des paramètres ou des prescriptions du système qui permet de prédire son évolution future, moyennant un modèle. Et donc cette définition très opérationnelle de l'information permet de faire correspondre ce qui est sans doute propre au système et ce qui, et que l'on va connaître par l'expérience, et ce qui est de l'ordre de la représentation potentiellement abstraite et qui permet de prédire son évolution.
Mais finalement, en faisant cet exercice, quelque chose d'extrêmement important va être de pouvoir distinguer l'information complète du système, qui potentiellement est très complexe, vu les représentations que je vous ai montrées précédemment, et puis l'information que l'on va dire suffisante. Et finalement, j'ai envie de parler d'information qui sera pertinente. L'information pertinente, c'est-à-dire d'une complexité suffisante pour prédire son évolution sans tomber dans la multiplicité des molécules qui sont présentes dans les cellules, mais qui ne sont pas forcément utiles pour comprendre le système. Une question qu'on pourra se poser, c'est est-ce que l'information, vue comme cela, peut se quantifier? Alors on verra dans les cours 3 et 4, la semaine prochaine et après, que oui, il existe une théorie de l'information qui peut être utilisée en biologie pour faire un certain nombre de prédictions, mais qu'il y a aussi d'autres types d'informations qui ne sont pas à ce jour encore appréhendées sous la forme d'une façon quantifiée. Voilà, donc c'est pour ça que j'en parlerai dans les cours 5 et 6 aussi. Et donc finalement, ayant vu cela, il est important de comprendre ici comment l'information est encodée, passant d'une représentation à une autre, et après comment elle est décodée dans un système. Alors, je n'ai pas l'intention aujourd'hui de parler en détail de Shannon, ça sera vraiment le cours de la semaine prochaine à un moment important du cours, mais simplement il était essentiel que j'en parle en guise d'introduction pour dire que donc en 1948, Claude Shannon, qui avait une formation de mathématicien et d'ingénieur, en 1948 a publié dans le journal Bell System Technical Journal, un journal interne à Bell Labs, un article très important qui a été en fait une théorie au début appelée mathématique de la communication, qui est souvent présentée comme une théorie de l'information, ce qu'elle est. Les points importants qui nous intéressent aujourd'hui, c'est que dans cette théorie de l'information, il y a, et résumé sur cette page à droite, il y a 3 propriétés essentielles, enfin 2 essentiellement. La première, c'est que la sémantique, c'est-à-dire le contenu informatif, n'importe pas. D'un point de vue mathématique, ce qui va intéresser Claude Shannon et à sa suite d'autres personnes, c'est la nature probabiliste de l'information. C'est-à-dire que l'on va considérer les fréquences d'événements et les structures statistiques de ces événements lors de leur transmission de la source vers leur receveur. De surcroît, Claude Shannon présente d'une façon très générale l'architecture de tout système de communication tel qu'il le conçoit, dès lors que l'on peut considérer un input et un output. Donc il y a une source d'information qui va être encodée pour sa transmission à travers un canal, puis qui va être reçue et décodée par son destinataire. Il y a une source de bruit qui peut être introduite au milieu de ce canal, et un travail important, on en verra la semaine prochaine, de Claude Shannon, est de comprendre comment l'information transmise, étant donné le bruit dans ce canal de transmission. Alors effectivement, avec ce type d'architecture, on peut voir comment, dans le cas de la bactérie dont j'ai parlé tout à l'heure, on a bien une source, un signal qui est décodé par le flagelle, et toute une voie de transmission plus ou moins complexe. Alors, en un certain sens, on peut s'intéresser à la relation entre l'input et l'output sans connaître les détails du voie de communication. On peut dire que c'est une boîte noire dont les propriétés peuvent être inférées à partir des relations, des corrélations statistiques qu'il peut y avoir entre le signal en entrée et en sortie, comme on le verra la semaine prochaine. Et pour finalement finir cette introduction, et pour revenir sur ce point qui me semble extrêmement important, souvent les physiciens qui viennent à la biologie sont horrifiés, et ils ont raison, par l'hétérogénéité des systèmes, la multiplicité des molécules, leurs noms dans lesquels on se perd. Et finalement, ce qui est important, c'est l'information qui est pertinente pour comprendre, c'est-à-dire être capable de prédire l'évolution du système, entre autres. Et si je vous montre cette image à gauche, je pourrais vous demander à quoi elle correspond. J'ai fait quelques tests, généralement on n'a aucune idée de ce à quoi ça correspond. Mais si je vous montre les lignes complémentaires de ce dessin, vous pourrez tout de suite reconnaître un tabouret. Le nombre de pixels dans cette image n'est pas plus important qu'ici, et donc qui permet de souligner qu'en fait, tous les pixels n'ont pas le même poids pour que notre cerveau puisse se représenter et comprendre ce dont il s'agit. Et donc de façon très métaphorique, on va dire que l'ensemble des molécules d'un système biologique, puisqu'on parle de chimie aujourd'hui, n'ont pas toutes le même poids pour comprendre l'évolution du système. Donc parmi les quelques dizaines de milliers de gènes et autant de protéines qui existent chez l'être humain par exemple, on pourrait décider que toutes n'auront pas la même importance pour essayer de comprendre l'évolution. Voilà. Alors certainement très important au regard de l'évolution, mais sans doute pas pour nous pour comprendre. Alors effectivement, donc c'était un article de Neurosciences, ils avaient défini qu'il existait des structures élémentaires qui sont nécessaires à la reconnaissance, ces vertex de type T, Y et en V, en flèche.
On peut poursuivre la métaphore hein, en vous laissant lire ce texte à gauche, que l'on peut tout à fait lire moyennant peu d'efforts, alors qu'en fait, on a enlevé toutes les voyelles et même d'autres lettres dans ce texte qui, néanmoins, est facile à lire. Donc, voilà. Le point qui sera toujours important en filigrane de ces cours cette année, c'est de s'intéresser à l'information pertinente d'un système et donc de voir quel type de réduction de dimension du système sera nécessaire pour en comprendre son évolution. Et dans les termes dont j'avais parlé la dernière fois, puisque j'avais parlé de représentation dans des espaces latents ou en faible dimension, ce sera un peu les paramètres, les variables effectives du système dans le cadre d'un système dynamique qui est propre au système vivant. Alors revenons quand même à la multiplicité, parce que l'on ne peut pas y échapper, et je vais vous énoncer un certain nombre de chiffres qui permettent d'appréhender la diversité ou la multiplicité des systèmes, de la complexité des systèmes chimiques dans une cellule eucaryote ou prokaryote. On a quelques dizaines de milliards de protéines chez une cellule de mammifère, quelques millions dans une bactérie. Il y a quasiment jusqu'à 1 millier de lipides différents qui peuvent être produits dans une cellule humaine. Et il peut y avoir plusieurs milliers, jusqu'à 10 000 protéines qui peuvent être exprimées à un instant donné dans une cellule. Donc il y a une grande hétérogénéité d'état, et donc c'est une des formes de cette complexité. On peut aussi raisonner en termes de gènes. On peut voir que, tout d'abord, il semble y avoir une corrélation vague entre le nombre de gènes et puis la taille du génome. Mais on voit également que, si l'on compare le nombre de gènes, par exemple chez l'homme, et puis chez, allez, on va prendre la drosophile qui est ici, entre 14 000 et 21 000, avant le séquençage des génomes, les scientifiques avaient prédit qu'il y aurait beaucoup plus de gènes, ou en tout cas un beaucoup plus grand écart de nombre de gènes entre un invertébré comme la drosophile et l'être humain. Et donc finalement, on voit bien qu'il n'y a pas de corrélation exacte entre la complexité d'un système et le nombre de gènes qu'il présente. Alors, sans rentrer dans des discussions sur pourquoi est-ce le cas, on verra plus tard dans des exemples très concrets, par exemple la régulation transcriptionnelle, qui a effectivement des limites inhérentes au nombre de facteurs de transcription. Et donc ces limites qui semblent s'imposer à la diversité d'un répertoire chimique, on l'interprétera en termes de théorie du codage, qui en fait permet de comprendre pourquoi il y a certaines limites à la diversité d'un système. Alors, et en dernier point, puisque j'ai parlé de Shannon et donc de sa façon de quantifier l'information, donc on peut le quantifier comme le logarithme en base 2 du nombre des états possibles d'un système ou de ses configurations. Et donc, on voit ici dans une échelle logarithmique le contenu d'informations de systèmes de plus en plus complexes. Alors, on pourrait dire, oui, bon, le génome humain, quand même, avec 3 milliards de paires de bases, il y a beaucoup de bits dans le génome. Cela dit, si l'on compare aux plus grands contenus d'informations sur Internet, etc., finalement, c'est peu. Et donc, finalement, il y a à la fois un message, c'est que oui, la complexité, le génome montre beaucoup d'informations, mais finalement, c'est aussi une information qui semble être très économe à certains égards, et puis aussi très, très dense. Ici, un chiffre qui permet de voir la densité de l'information dans une capside virale par rapport à un disque de quelques téraoctets que l'on peut acheter aujourd'hui pour quelques dizaines ou centaines d'euros. Donc on voit bien qu'à la fois l'information est très dense, qu'elle semble aussi n'être pas aussi grande qu'on aurait pu l'imaginer par rapport à d'autres systèmes d'information de contenu sur Internet, par exemple, produits par les humains. Alors à ce stade, donc on sera intéressé par l'information pertinente qui permet de prédire l'évolution d'un système. Et pour revenir sur cette question de variable effective d'un système, je vous donne un exemple. On avait parlé dans les cours précédents ces dernières années de mécanique cellulaire et de cytosquelette et des innombrables protéines qui sont nécessaires pour assembler et réguler, par exemple, le cortex d'une cellule animale, sa contractilité, sa déformation, toutes choses importantes pour la cellule. Or finalement, dans les modèles mécaniques dont j'avais parlé, souvent, on peut simplement décrire le système en termes de ses propriétés avec un module élastique, une viscosité et le nombre de molécules qui sont nécessaires pour en fait modifier ou encoder cette propriété que l'on peut mesurer par des expériences est extrêmement grande et pourtant on a des variables physiques qui sont en très petite quantité. Donc on voit ici comment la physique, par exemple, a elle-même opéré sa propre réduction de dimensionnalité pour arriver à caractériser un système et à partir de là prédire, moyennant des modèles théoriques, son évolution. Et la biologie va effectivement apporter de nombre de molécules qui permettent, alors les crosslinkers, l'activation de différentes molécules, la contractilité joue un rôle extrêmement important parmi les multiples variables. Dans un système en développement, la façon de réguler la mécanique cellulaire va être
principalement, mais pas exclusivement, par la régulation de la contractilité cellulaire. Donc myosine 2 est un point de focus extrêmement important où de nombreuses voies de signalisation convergent parce que c'est un point important. Donc on voit que oui, il y a une grande diversité de molécules, mais que l'on voit selon certains critères qu'il y a certaines molécules qui semblent avoir un poids particulier, une importance, comme une densité d'informations pour essayer de prédire son évolution. Et c'est ça ce genre d'exemple que l'on va essayer de rechercher systématiquement lorsqu'on voudra comprendre l'information pertinente d'un système et d'en comprendre son évolution. Alors finalement, on peut presque présenter la question de l'encodage, dont on va parler maintenant plus en détail, comme quelque chose qui tourne autour de la question comment peut-on produire beaucoup, c'est-à-dire créer une grande diversité, à partir de peu, avec une certaine économie de moyens. Je ne veux pas dire que les systèmes vivants font à l'économie, parce qu'il y a beaucoup de bricolage, donc il y a beaucoup de choses qui semblent un peu obsolètes, mais néanmoins, il y a une certaine économie de moyens en termes d'encodage pour générer cette diversité. Et l'on verra qu'effectivement, il y aura toujours une espèce sinon de conflit, en tout cas d'équilibre à trouver entre l'importance de créer de la diversité et la nécessité, ce faisant, de garder de la spécificité. On le verra dans différents exemples, le code génétique, le code transcriptionnel, etc. On verra également comme point important pour contourner ou en tout cas apporter plus de diversité ou de pouvoir dans le codage le rôle des systèmes combinatoires. Et puis on verra pour conclure aussi comparer des systèmes qui semblent très déterministes du point de vue de leur encodage et d'autres qui sont beaucoup plus associés à des processus avec du bruit, des processus stochastiques dans les systèmes dynamiques. Alors les 4 cas d'étude que l'on va maintenant parcourir, en commençant par le code génétique. Donc le code génétique, en un sens, nous le connaissons tous, mais je vais à cœur de revenir un peu sur sa découverte et ses propriétés, et ainsi de voir comment aussi une théorie de l'encodage permet de comprendre comment il est advenu, ou en tout cas proposer un scénario explicatif quant à son évolution. Donc on va ici représenter les acteurs essentiels du drame dont nous allons parler maintenant, la séquence d'ARN messager, les ARN transferts, les acides aminés et le ribosome, qui sont en fait les acteurs essentiels de la traduction. Le codon est un peu le mot code que l'on va utiliser et le message qui va être la séquence d'acides aminés. Alors on revient dans les années 50 pour essayer de voir de quelle façon Francis Crick, en 1958, avant son article fondateur en 1971, où il résumait les travaux de nombre de ses collègues dans la décennie ou les 15 ans qui l'ont précédé, avait commencé à formuler l'hypothèse d'un flux d'informations génétiques unidirectionnel qui irait de l'ADN, qui se réplique, irait vers l'ARN messager, qui a été proposé et découvert donc, par François Jacob et d'autres personnes après, et Jacob et Monod, et puis après la production de protéines par la traduction. Mais l'information ne revient jamais en arrière de la protéine vers l'ADN, même s'il y a quelques exceptions comme on le sait aujourd'hui. En tout cas, voilà le dogme central de l'information qui montre un flux d'informations direct. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est donc cette flèche-là aujourd'hui. Alors en 1957, Sidney Brenner a publié un article très court, mais très élégant que j'ai voulu rappeler, car il permet d'exclure un mode d'encodage qui était considéré à l'époque, qui était l'idée d'un codage recouvrant. Par exemple, si l'on fait l'hypothèse, qui à l'époque était une hypothèse d'un triplet de base qui codait un acide aminé, est-il possible d'exclure, enfin on verra comment qu'il conclut de façon catégorique en peu de temps que en fait, tous les codes overlappants en fait, recouvrants ne peuvent pas exister. Alors le raisonnement est le suivant. Bon, déjà, d'un point de vue des faits, on sait qu'il y a 4 nucléotides et que donc, au maximum, on peut former 64 triplets de nucléotides. Dans le cadre d'un code recouvrant, comme celui-ci, 2 nucléotides sont partagés avec le codon suivant. Par ailleurs, on pouvait déjà faire l'hypothèse à l'époque que, alors à l'époque, on connaissait 20 acides aminés, en fait, il y en a 23, et il y a 64 codons potentiels, donc il y a effectivement une dégénérescence du code. On peut s'attendre à une dégénérescence du code. Mais le point qui est important, c'est qu'à partir de ce modèle du codage recouvrant ou overlappant, ici, on peut tout de suite savoir que un dipeptide, donc qui contient 2 acides aminés en séquence, il peut y avoir au maximum 256 séquences, vu que ça va être représenté par 4 nucléotides, 4 puissance 4. Et néanmoins, de façon théorique,
d'accord, il y a 400 séquences dipeptidiques, vu que c'est 20 fois 20, en fait 23 fois 23. Alors, on voit bien donc qu'il semble y avoir une contrainte imposée à la séquence dipeptidique si jamais il y a un code qui est recouvrant. Alors, on peut aller beaucoup plus loin de façon beaucoup plus précise, et Sidney Brenner fait un raisonnement par l'absurde qu'il va confronter après à des données expérimentales de l'époque. En fait, il va démontrer que les 64 triplets maximum que l'on peut imaginer connaissant la connaissance du code ne sont pas capables de rendre compte des séquences dipeptidiques observées dans les données. Alors pour cela, il fait le raisonnement suivant. Chaque triplet correspondant à un acide aminé, par construction du code recouvrant, va être précédé par au maximum 4 nucléotides qui correspondent à 4 triplets du triplet précédent, et de même pour ceux qui succèdent. Donc si l'on appelle JKL les acides aminés consécutifs, et l'on s'intéresse à l'acide aminé K, on peut s'intéresser à un triplet, qui correspond à l'acide aminé K, et on saura par construction du col recouvrant que le nucléotide précédant ce triplet, il y aura au maximum 4 triplets différents, et donc on pourra prédire le nombre, à partir de données expérimentales, on pourra voir le nombre maximal de triplets qui sont nécessaires pour rendre compte des séquences dipeptidiques. Prenons l'exemple, ce sera plus concret. Les données expérimentales de l'époque montraient que si l'on s'intéresse comme acide aminé K à la lysine, on observait dans les données obtenues qu'il y avait dans le voisin C-terminal 18 acides aminés différents et 17 en position aminoterminale. En prenant le plus grand nombre, 18, pour qu'il y en ait 18, combien de triplets faut-il assigner à l'acide aminé K pour rendre compte de ça? 4 x 4, 16, ça ne serait pas suffisant. 5 x 4, 20, ça serait suffisant. Donc il faudrait au minimum 5 triplets pour encoder l'acide aminé K pour rendre compte de cette diversité d'acides aminés. Donc à partir de là, il fait donc la somme de tous les triplets qui seraient nécessaires pour rendre compte de toutes ces séquences dipeptidiques observées. Et on arrive à 70 triplets. Or, au maximum, on peut en avoir que 64. Donc, il n'est pas possible qu'il y ait un codage par recouvrement de triplets. Donc, on conclut que le codage n'a pas de recouvrement de triplets. Alors ici, il raisonne à partir d'un recouvrement total, en tout cas de 2, mais on peut faire le même raisonnement avec 1 et on arrive au même résultat. Donc voilà un raisonnement qui, avant même que l'on connaisse le codage, permet d'exclure toute une toute une série complexe de codages. Mais le point vraiment important, c'est ce que j'avais annoncé ici. On voit bien que si jamais il y avait un recouvrement, on aurait une contrainte énorme dans les successions d'acides aminés, vu qu'on serait influencé par le voisinage. Alors l'article plus connu et important, c'est celui qu'il a publié quelques années plus tard avec un certain nombre de personnes, Francis Crick évidemment, donc en 1961, l'article qui permet en fait de définir le codage. En fait, les conclusions sont énoncées ici. Le codage correspond à une succession de 3 nucléotides. Le codage n'est pas recouvrant. Bon, ça, c'était déjà démontré avant, comme on l'a vu. Il commence à partir d'un point spécifique. Et le code est aussi dégénéré sur la base des éléments que l'on connaît et que l'on a revus. Alors ici, il s'intéresse au bactériophage T4 qui infecte la bactérie Escherichia coli et qui, dans cette lignée K12 en particulier, fait des plaques de lyse qui tuent les bactéries que l'on peut compter. Donc le phénotype est extrêmement facile à observer. Et ils s'intéressent à des mutations du bactériophage T4 qui, en fait, mutent donc le phage et qui l'empêchent de créer de la lyse cellulaire et donc des plaques que l'on peut observer. Alors ici, dans cette représentation de leur article, ils simplifient le codage avec des nucléotides ABC, avec ce code tous les 3 de 3 nucléotides. Et finalement, ils utilisent la proflavine, qui est un agent mutagène, qui délète ou agite un nucléotide. Et donc, on s'attend à ce qu'il y ait donc un décalage de lecture qui conduirait à des mutations qui affecteraient la capacité du bactériophage T4 à infecter la bactérie, ce que l'on peut observer. Mais le point vraiment très astucieux de leur raisonnement est illustré ici. Si là, maintenant on fait plusieurs mutations consécutives, on peut s'intéresser au cas suivant. Puisqu'on ajoute ou qu'on enlève un nucléotide, si jamais il y a un ajout ou enlevé un nucléotide, on devrait retourner à une situation de sauvage, c'est-à-dire que le bactériophage, la deuxième mutation, a annulé l'effet de la première. Si jamais il y a 2 mutations positives ou négatives, c'est-à-dire qu'il ajoute ou qu'il enlève un nucléotide, on devrait toujours avoir le phénotype, le bactériophage n'est plus capable de lyser les bactéries.
Et de façon encore plus remarquable, s'il y a 3 mutations qui décalent dans le même sens, si jamais le codage est un multiple de 3, ou 3, de façon plus simple, à ce moment-là, on devrait retrouver le phénotype sauvage. C'est-à-dire une mutation, le bactériophage est mutant, ne lise plus, 2, il ne lise pas non plus, mais 3, on pourrait revenir sur le cadre de lecture. Et c'est exactement ce qui est observé. On voit ici donc des exemples de triple mutations qui restaurent la capacité du bactériophage de liser la bactérie. Donc à partir de ça, ils ont conclu que le codage est un multiple de 3, et de façon plus simple, même 3 lui-même. Et c'est ce qui sera vérifié dans les années suivantes à partir des expériences connues de Marshall Nirenberg et ses collègues qui ont permis d'ailleurs d'attribuer le prix Nobel en 1968. Les expériences clés sont celles-ci. Ils utilisent un système in vitro, on a le ribosome, on utilise des séquences nucléotidiques de différents types et l'on voit l'incorporation de ces séquences nucléotidiques associées à un acide aminé, donc sRNA, aujourd'hui on dirait ARN transfert, marqué au carbone 14, et l'on quantifie donc l'incorporation en fonction de la séquence. Il faut mettre effectivement un poly-U pour qu'il y ait une association au ribosome. Et de façon plus précise, il faut qu'il y ait des triplets de nucléotides, poly-U, poly-A, poly-C, pour qu'il y ait une incorporation de phénylalanine, de lysine ou de proline au ribosome. Donc à partir de là, et plein d'autres expériences mentionnées dans cet article, ils arrivaient vraiment à reconstituer in vitro le processus d'association au ribosome, et à partir de là même des séquences polypeptidiques en utilisant en série tout un poly-U, c'est-à-dire qu'on va pouvoir incorporer toute une série de phénylalanine. Je crois que c'est le premier exemple de polypeptides synthétisés in vitro. Donc on a ici donc, la représentation, on va dire plus moderne, quoique esthétique, de cette idée, c'est qu'effectivement le code génétique est un multiple de 3. Alors, il y a 23 acides aminés, et à partir de cette tabulation ici, on peut voir qu'effectivement, c'est un code dégénéré. Certains acides aminés, comme la valine, alanine, sérine, leucine et proline, ont 4 codons différents, et d'autres à l'extrême, comme tryptophane et... je cherche, enfin bref, la méthionine, mais le tryptophane ont un seul codon. Mais la majorité en ont 2, 3 ou 4 dans un certain nombre de cas. Donc il y a une dégénérescence du code, et il y a également une diversité. On voit bien qu'il y a quand même 23 acides aminés. Et cette diversité, finalement, si on songe, et on va le faire maintenant, comment finalement une machinerie aussi sophistiquée, un codage a pu se mettre en place? Comment peut-on imaginer ce qui a contraint d'avoir 23 acides aminés? Pourquoi pas 15? Pourquoi pas 40? Alors il y a certainement des propriétés inhérentes à la chimie des acides aminés, leur synthèse, leur amplification, mais également, comme on va le voir, des contraintes inhérentes en fait au codage. Il y a un coût à créer trop de diversité. Par exemple, si l'on passait de 20 à 200 acides aminés, on voit bien que la probabilité que deux acides aminés soient très proches chimiquement en termes de leurs propriétés d'hydrophobicité ou de charge, etc., de telle sorte que les cellules ne pourraient plus discriminer entre les différents acides aminés, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Donc il y a toujours une part de conflit entre diversité et spécificité. Alors, intéressons-nous d'abord à la question des erreurs inhérentes à ce système, parce que c'est extrêmement important pour comprendre l'évolution de ce codage. Donc les erreurs, on connaît les ordres de grandeur pour Escherichia coli, pour la levure, quelques organismes multicellulaires, de la transcription de l'ordre de 10 puissance 4 à 10 puissance moins 6, 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 5 pour la traduction. Alors pour la réplication de l'ADN, le taux d'erreur est beaucoup plus faible. On sait pourquoi, parce qu'effectivement, si on fait une mutation d'ADN, elle se perpétue dans la lignée germinale ou dans la lignée de bactéries, etc. Donc ici, le taux d'erreur est extrêmement faible. Et ici, j'emprunte une métaphore de Tanya Baker qui avait, dans un article publié, la métaphore suivante. Il faut se représenter la DNA polymérase comme un camion qui déposerait des colis de 4 couleurs différentes de part et d'autre d'une rue, avançant à 500 km/h, déposant tous les 10 cm un paquet. Elle le ferait pendant 40 minutes et au bout de 3 ans, elle ferait une seule erreur. C'est pour se représenter de façon métaphorique le taux d'erreur extrêmement faible. Qu'est-ce que c'est que 10 puissance moins 8 ou 10 puissance moins 10 erreur dans l'ADN polymérase? Enfin, ce qui nous intéresse, c'est ces chiffres-là. Pour la traduction, on est dans l'ordre de 10-4. On va retenir ce chiffre. Comment expliquer ce taux d'erreur faible? Alors, premièrement, il y a cette question en fait, a intéressé 2 personnes dans les années 70. John Hopfield, dont on a tous entendu parler pour une raison qui n'a rien à voir avec cela, c'est son travail sur les réseaux de neurones en 1982. Mais bien avant cela, enfin en tout cas quelques années auparavant, en 1974, conjointement avec Jacques Nignot,
ont publié 2 articles, Kinetic Proofreading, ou appelé par Jacques Tignot l'amplification cinétique, qui en fait c'est un mécanisme que l'on va voir maintenant, qui est aussi élégant que simple et qui explique comment on peut rendre compte de la précision dans ces différents processus. Alors, on se place déjà dans un système où on a un substrat qu'on va appeler C, majuscule, qui se lie à un site de reconnaissance petit c, et qui va former un complexe, CC, à partir duquel il va y avoir un produit correct. Et on va avoir considéré le cas d'une erreur, où ça va être, sur le site de reconnaissance C, le même ici, il va y avoir la liaison d'un mauvais substrat, grand D. Alors on peut considérer ici la constante d'équilibre Kc et Kd pour ces deux en voyant les constantes cinétiques, K'C forward et Kc pour le retour, K-on, K-off on peut dire. Et à partir de là, on peut aussi directement, et c'est la première chose que fait John Hopfield dans son article, c'est de calculer à partir de cette connaissance à partir de cette caractérisation des systèmes, on peut prédire le taux d'erreur possible à partir des constantes d'équilibre réciproques. Et plus précisément, elle peut s'exprimer en termes de l'exponentielle de moins la différence de l'énergie entre l'état C et D. Bêta, c'est 1 sur kT. Et en fait, la différence pour des codons anticodons, ça va se jouer sur une liaison H. Donc en fait, la valeur de delta E, ça va être de l'ordre de 2 kT, et donc on peut calculer le taux d'erreur de l'ordre de E puissance moins 2, c'est-à-dire 0,13. C'est-à-dire en fait 10% d'erreur, c'est énorme, c'est absolument pas ce qu'on en observe. La valeur observée, comme on l'a vu, c'est de l'ordre de 10-4, ce qui demanderait une variation d'énergie entre le bon et le mauvais substrat se liant au site de reconnaissance de l'ordre de 10 kT, 5 fois plus. Donc il y a quelque chose qui n'est pas expliqué par une description à l'équilibre sur la base de la connaissance de la chimie en fait, des nucléotides se liant dans le codon anticodon. Donc c'est le point de départ en fait, de la proposition d'un mécanisme alternatif de nature cinétique, comme on va le voir. Alors dans ce cadre-là, qui est toujours le cadre que l'on considère, on va déjà simplifier quelques petites choses. On va considérer que les constantes K'C et K'd sont les mêmes, de telle sorte que la spécificité ou la discrimination entre le bon et le mauvais substrat reposera exclusivement sur la constante Kc et Kd de dissociation en fait, du complexe. Première chose extrêmement importante. Donc à partir de là, on peut calculer effectivement le taux d'erreur minimal attendu, qui, on l'a vu, hein, Kc sur Kd, et qui, si l'on n'ajoute rien au système, est de l'ordre de 0,1 pour le système que l'on considère. Alors l'innovation de John Hopfield a été de considérer maintenant d'y coupler, et en fait c'était très influencé par les connaissances que l'on avait du système, c'est que dans le cas de la traduction par exemple, il y avait l'introduction d'un intermédiaire à la fois instable et de plus grande énergie, on le verra plus tard lié à une GTPase, et en fait cette réaction on produit un intermédiaire CC étoile. Je court-circuite les étapes dans l'article, mais directement on considère le fait que c'est une réaction qui est drivée d'une façon unidirectionnelle par l'utilisation de l'hydrolyse de GTP et qui permet de former cet intermédiaire instable qui va se dissocier à un taux LC dans cette nomenclature. Et le point qui est important, c'est que si l'on considère maintenant la réaction concurrente du mauvais substrat D qui se lie au site de reconnaissance, la dissociation DC', c'est une erreur, DC', C étoile, se fait avec une constance LD qui est beaucoup plus rapide en fait que LC. Et c'est l'élément extrêmement important. Donc voyons maintenant à partir de cela en quoi finalement, on a vu ici la discrimination, le pouvoir discriminatoire qui est faible mais qui est existant dans ce cadre-là, on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, essayons d'y associer, moyennant cette formation de cet intermédiaire très réactif par cette réaction, comment on peut finalement on peut réitérer la discrimination de façon très efficace, de telle sorte que l'on va multiplier les choses. Alors, ce qui se passe, c'est que considérant le cas en particulier où M' est faible par rapport donc à Kc, de telle sorte qu'on est quasiment à l'équilibre ici, et de même, où W, qui permet de former le produit, est faible par rapport à LC, de telle sorte qu'on est également, dans ce schéma-là, ici, quasiment à l'équilibre pour la dissociation de C étoile. Voilà ce qui est représenté ici. Donc à partir de là, on voit bien que le taux d'erreur de production du produit ici, c'est la convolution, si l'on veut, de deux étapes de discrimination, cette première que l'on a vue, et la deuxième, qui vient du rapport LC
sur LD. Je ne suis pas représenté pour le cas de D étoile, mais qui correspond à la constante de dissociation de D étoile. Et comme je l'ai dit, le point extrêmement important, c'est que LD, d'accord, va être beaucoup plus rapide que LC, de telle sorte qu'il y aura une discrimination liée en fait à cette dissociation beaucoup plus rapide du mauvais complexe par rapport au bon. Et c'est cela en fait qui permet donc d'obtenir un taux d'erreur beaucoup plus faible. Et en particulier, si l'on fait l'hypothèse vraisemblable que C étoile et D étoile en fait ont une dissociation qui est équivalente à CC et DC, c'est-à-dire en revenant KC, de fait, on peut dire que KC sur KD fois LC sur LD, c'est KC sur KD au carré, de telle sorte que le taux d'erreur, c'est F0 au carré. Donc on multiplie, et donc l'erreur devient non pas 10-1, mais 10-2, si je n'ai pas fait d'erreur. On peut même imaginer en fait, la concaténation de tels processus de discrimination et arriver après n étapes à un taux d'erreur de F0 puissance n+1. Donc ça, c'est le schéma proposé par John Hopfield. Et dans le cadre de la traduction, effectivement, on connaissait déjà à l'époque cet état, sans qu'on en comprenne la raison, de cet intermédiaire cette étape intermédiaire où en fait une GTPase, un TU, introduit une modification du tRNA qui en fait est hautement réactif et qui donc peut se dissocier. Alors chez les eucaryotes, ça ne s'appelle pas TU, mais ça s'appelle EF1A, c'est un facteur d'élongation, ce sont les GTPases. Mais là, on a un bon exemple où en fait une théorie cinétique simple a permis de donner une explication à une observation moléculaire que personne ne comprenait à l'époque, qu'elle permet une discrimination. Alors une autre façon d'interpréter ça, c'est de dire que finalement, qu'est-ce que fait ce schéma cinétique? Il introduit comme un délai supplémentaire qui permet au système de discriminer dans un second temps la mauvaise association du substrat par rapport à la bonne association. Ça introduit un délai supplémentaire et on peut se représenter ça ici comme disant, bah voilà, pendant un certain laps de temps, la dissociation du mauvais substrat va avoir le temps de se produire alors qu'elle ne se sera pas encore produite pour le bon substrat. Alors, il faut ajouter à ça le fait que là, on a raisonné en termes d'un bon et d'un mauvais substrat qui sera à concentration égale. En réalité, dans une cellule, on va avoir un certain nombre de tRNA aminoacides d'une certaine espèce, mais en fait entourés par d'autres qui sont en nombre important. Il y a 23 acides aminés, donc autant de tRNA chargés avec leur aminoacide. Et donc, la concurrence est rude, et donc il faut un pouvoir de discrimination important. Alors, à ce stade, j'ai fait un petit calcul qui me fait dire, mais finalement, est-ce suffisant d'envisager ce taux d'erreur? Finalement, 10-4, on peut se satisfaire, mais moi, je trouvais ça pas beaucoup. Je trouvais que c'était un taux d'erreur extrêmement important. Et si l'on considère, alors en raisonnant sur 10-6 sur la levure, peut-être quelque chose de cet ordre de grandeur chez l'homme, en considérant la taille moyenne d'une protéine qui est de 500 acides aminés chez l'humain ou chez les mammifères, ça veut dire qu'il y aurait au conditionnel, hein, si il n'y avait que ce mécanisme-là, on arriverait à, en moyenne, une erreur de traduction, d'accord? Toutes les 2000 protéines synthétisées, il y en a 10 puissance 10 dans une cellule, enfin il y aurait beaucoup trop de protéines qui auraient des erreurs. Ce n'est pas le cas, on sait bien que les protéines n'ont pas autant de mutations. Donc il y a quelque chose d'autre à considérer, et c'est effectivement ce dont on va parler maintenant. Donc comment expliquer en fait que la cellule n'a pas autant de mutations malgré cette précision apportée par le kinetic proofreading dans le mécanisme de traduction. Et c'est le point central dont j'aimerais parler maintenant. Alors, donc la dégénérescence du code déjà a une conséquence qui va avoir des codons synonymes. C'est quelque chose qui va être extrêmement important, c'est que s'il y a des erreurs en termes de reconnaissance d'un codon-anticodon, elle va donner naissance à des acides aminés qui sont très proches, parce que par exemple, valine, il y a 4 codons, et la modification se fait sur le 3e nucléotide, les 2 premiers sont les mêmes. Donc la dégénérescence du code, la synonymie entre les différents codons, permet déjà de réduire de façon très importante l'impact qu'auraient des erreurs de traduction en termes de modification de séquences d'acides aminés. Donc ça, c'est le premier point extrêmement important. Mais le deuxième point, très intéressant, a tout de suite fait l'objet d'une hypothèse par un certain Karl Woese, alors je ne sais pas comment les Américains le prononcent, Woese. Il était d'origine allemande, donc en Allemagne on dirait Woese peut-être, mais en tout cas il s'appelait Woese. En 1965, il a écrit un article où il dit finalement, donc c'est Order in the Genetic Code,
dans laquelle il propose que pour réduire le poids de l'erreur, le error load lié en fait à l'incorporation d'un mauvais acide aminé, qui inévitablement finira quand même par se produire, malgré la synonymie ou la dégénérescence du code, eh bien, on fait l'hypothèse que les propriétés, on tombera sur un acide aminé qui aura une propriété chimique très proche de l'acide aminé original, de telle sorte que ça n'aura pas un impact en termes de fonction de la protéine. Et donc, déjà, alors dans cet article de 1965, sur la base des données produites, il y a déjà une vérification de cette hypothèse, mais qui a été faite largement après, de telle sorte qu'aujourd'hui, oui, effectivement, cette propriété qui conduit à parler de code lisse ou homogène se visualise de la façon suivante. On a ici donc la table de code des acides aminés. Si l'on regarde maintenant la polarité des acides aminés ou le volume de leur chaîne latérale, on peut voir comment ces propriétés, polarité et poids des tailles des chaînes latérales est représentée donc ici dans l'axe Z, et on voit comment la carte de codage en fait, se modifie en 3 dimensions. On voit qu'elle est assez lisse, il y a des modifications continues. Et donc le point important, c'est que ces modifications continues renvoient au fait que quand on modifie un acide aminé, on va retrouver une propriété chimique, par exemple la polarité, qui va être très proche de celle qui aurait été produite si jamais il n'y avait pas eu d'erreur. Et donc finalement, l'impact en termes de propriété chimique des acides aminés est faible, et donc il y aura un error load qui va être faible. Donc le codage lisse ou codage homogène, comme on le veut, renvoie à cette propriété qui permet en fait de minimiser l'erreur, le poids de l'erreur, error load dans le codage. Alors maintenant, j'aimerais vous parler d'un article assez remarquable, enfin que je trouvais très intéressant, de Zvi Tlusty, qui en 2010 a proposé une façon de rendre compte de l'évolution du code d'acides aminés. Donc c'est un article théorique, mais qui, enfin voilà, je ne vais pas dire de mais, c'est intéressant en raison du type de raisonnement qu'il propose. Donc le point vraiment important, c'est de dire que la structure du code est déterminée par les propriétés topologiques inhérentes à un canal de transmission de l'information entre les codons et les acides aminés. On peut le modéliser comme un canal d'information, et on va voir comment, avec ce type de modélisation, on peut comprendre l'évolution d'un code à partir des conditions initiales. Alors, il construit un modèle général d'un code, générique, dans lequel 3 propriétés sont considérées. Le codage va avoir une certaine fitness qui va dépendre de 3 paramètres. La première, c'est la diversité des acides aminés. On veut au maximum de diversité d'acides aminés pour pouvoir générer les protéines les plus diverses. C'est sans doute quelque chose de très important pour un système biologique. Mais tout cela va être contrebalancé par un certain nombre de choses dont il faut prendre en compte. Le premier, c'est celui qu'on vient de voir, c'est error load, c'est-à-dire le fait que l'impact de mutation veut être minimisé dans un codage, sinon il y aurait des problèmes de fitness pour le système. Et on voit que, par exemple, le lissage du code, ou ce code homogène tel qu'on vient de voir, permet déjà de moduler ou de minimiser l'error load. Et la troisième chose, c'est aussi le coût énergétique d'un tel système de codage, parce qu'il faut produire des matériaux, de l'énergie, ça prend du temps, pour produire les acides aminés, toutes les enzymes, etc. Donc il y a un coût énergétique qu'il va falloir prendre en compte. Et donc finalement, la fitness dépendra donc des effets respectifs de la diversité moins error load et le cost, avec 2 coefficients dont on va reparler dans un instant. Et donc, l'hypothèse qu'il a faite, c'est que l'évolution du code, ou les transitions dans l'évolution du code, sont gouvernées principalement par les propriétés de ce canal d'information que l'on va voir. Alors, comment modélise-t-il ce canal d'information? Alors, il considère un premier espace qui est l'espace des codons. On en prend 3, mais en fait, il y en a beaucoup plus. IJK. RJK correspond en fait aux probabilités de mauvais appariement entre un codon, enfin, du fait de la proximité entre ces différents codons. Et on a dans l'autre espace les acides aminés, alors alpha, bêta, gamma, où par exemple C bêta, gamma va définir la distance chimique, c'est-à-dire les différences de propriétés, polarité, hydrophobicité, tout ce que l'on peut considérer. Donc la distance chimique entre les différents acides aminés. Et finalement, qu'est-ce que ça va être un code génétique? Ça va être l'association entre un codon et un certain acide aminé. Et donc, le PI alpha va être la probabilité que le codon I code, par exemple, pour l'acide aminé alpha dans cet exemple précis. À partir de là, l'auteur donc définit une matrice de codage
de dimension Na, le nombre d'acides aminés, Nc, le nombre de codons. Et à tout début, on n'a pas de codage. Les probabilités d'association sont toutes égales à 1 sur Na. Tous les PI alpha sont égaux. On n'a donc pas de codage. On a une association aléatoire entre les deux. Et finalement, ce qui nous intéresse, c'est, moyennant cette définition d'une fitness function, comment faire évoluer le système de telle sorte qu'on a un codage qui crée de la diversité, sans trop d'error load, etc. Alors, l'évolution va, comme on l'imagine, à partir d'un système complètement désordonné, créer progressivement des corrélations entre ces différents vecteurs. On va se représenter ça dans un vecteur, dans un espace en plusieurs dimensions. Et donc l'information va pouvoir s'écouler dans ce canal. Et alors, ce qui est intéressant, c'est toutes les analogies physiques qu'il y a derrière, que je ne vais pas vraiment mentionner. Ceux qui ont une formation scientifique les comprendront d'eux-mêmes ou pourront en fait lire dans cet article. Mais en tout cas, une façon de se représenter en fait ces différents vecteurs PI alpha, c'est par exemple dans l'exemple d'un espace en 3 dimensions pour simplement 3 acides aminés alpha, bêta, gamma. Au tout début, on a le vecteur PI alpha en rouge qui est représenté ici, parce que le codon encode 3 acides aminés différents. Il n'y a pas d'information, on est dans le cas initial, mais progressivement, on va voir le cas où un acide aminé un codon va coder pour 2 acides aminés, ou comme on le veut de façon plus précise, il va être exclusif d'un acide aminé et former le vecteur bleu. Donc ce que l'on veut, c'est comment, à partir de distribution de vecteurs rouges, finalement, voir le système évoluer vers un codage unique qui permet spécificité et diversité. Alors, on peut maintenant revoir les différentes propriétés que l'on a vues tout à l'heure dans ce cadre-là. Le lissage du code, d'accord, en raison de l'error load, va tendre à aligner les vecteurs, en fait. C'est ce qui va se passer. À l'inverse, la diversité du code va tendre à produire des vecteurs, PI alpha, qui sont antiparallèles les uns par rapport aux autres, pour créer donc cette diversité. Et le coût énergétique du système va introduire comme un désordre dans le système, et les vecteurs vont avoir des orientations aléatoires les unes par rapport aux autres, et en grande dimension, en fait, ils vont même être perpendiculaires. Donc finalement, on voit que ces différentes propriétés du code se manifestent en termes de propriétés d'alignement ou de non-alignement, de corrélation entre ces vecteurs qui codent la correspondance entre l'espace des codons et l'espace des acides aminés. Alors le code optimal, d'accord, est trouvé en maximisant la fonction fitness par rapport à la matrice de code PI alpha. Et donc ici, il y a un paramètre de contrôle très important qui correspond au rapport entre WC et WD, c'est-à-dire en gros au poids accordé au coût versus la diversité dans le code. Si jamais on a un coût énergétique trop important ou un coût trop important pour produire ce codage, alors effectivement, on ne va pas avoir la spécificité du codage est trop coûteuse, et donc il ne va pas y avoir de codage du tout. On va avoir une code matrice qui va être uniforme, et on va être dans ce régime-là. Si on réduit WC ou de façon corrélative, on augmente WD, parce que ce qui est important, c'est le rapport entre les deux, à ce moment-là, en baissant WC en dessous d'une valeur critique, il va y avoir une transition dans le codage qui va permettre d'avoir l'apparition d'une spécificité dans le codage, et il va y avoir donc une transition donc, qui est représentée de façon qualitative ici. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'on peut voir les conditions dans lesquelles un codage peut apparaître qui permettent une diversité tout en minimisant le poids de l'erreur. Donc dans cet exemple-là, le point central dans l'évolution de ce codage, c'était effectivement de trouver un équilibre entre le besoin d'université du codage et la spécificité qui est importante. Si on avait trop d'acides aminés, d'accord, il y aurait une proximité chimique trop importante, de telle sorte que même le codage lisse n'arriverait même pas à discriminer entre les différents acides aminés. Donc il y a une espèce d'équilibre entre ces différents paramètres, et c'est ce que l'approche de Svetulski a permis de caractériser de façon plus précise. Et on a vu ici que donc, le codage lisse ou homogène est ce qui permet de faire évoluer le système de codage. Alors, à partir de ce type de raisonnement, on peut aussi voir maintenant d'autres types de codage. On va voir le codage des facteurs de transcription. Le système est plus complexe, mais il a certaines similitudes en termes de réflexion. Ici, il s'agit ici de comprendre le lien qu'il va y avoir entre... pour comprendre la régulation génétique, comme on le sait, on a des séquences régulatrices où les facteurs de transcription vont se lier à des séquences d'ADN. Donc une question d'affinité de reconnaissance entre une séquence nucléotidique et un facteur de transcription.
Et la question est de savoir qu'est-ce qui va gouverner le nombre de facteurs de transcription pour permettre de créer la plus grande diversité de régulation génétique. Il y a à peu près 20 000 gènes chez l'homme. Comment comprendre la possibilité de réguler tous ces gènes? Alors commençons par des chiffres. Quand on regarde la levure, avec 6 000 gènes, il y a 2,5% de facteurs de transcription parmi les gènes de son génome. Chez l'humain, on voit au contraire 8%. Donc, dans un génome plus grand ou dans un organisme plus complexe, il semble qu'il y ait une proportion de gènes alloués à la régulation génétique plus importante. Mais néanmoins, on peut voir aussi, à partir des chiffres, que le nombre de facteurs de transcription dans un organisme est clairement limité. Il y a un nombre qui est de l'ordre de 1000-1500 facteurs de transcription. On pourrait s'attendre à ce qu'il y en ait encore plus. Et finalement, on va essayer de comprendre la limite imposée au nombre de facteurs de transcription, un peu dans les mêmes termes que la limite imposée au nombre d'acides aminés dans le codage génétique. Alors, ce nombre de facteurs de transcription dépend en fait des familles, il dépend de la longueur de la séquence nucléotidique du site de reconnaissance. Plus cette séquence va être grande, plus il va y avoir des degrés de liberté importants pour permettre de se lier que le facteur de transcription de se reconnaisse à cette séquence. Donc le nombre varie, mais néanmoins, par superfamille, il y a clairement des limites que l'on peut voir quantifiées ici. Alors, dans un organisme complexe, on veut une certaine diversité de facteurs de transcription pour plusieurs raisons. On veut pouvoir spécifier des types cellulaires différents. On veut pouvoir faire une régulation spatiale et temporelle de plus en plus fine. On veut donc avoir tout un arsenal de facteurs de transcription pour pouvoir, dans le temps et l'espace, définir ces identités cellulaires, les modifier dans les trajectoires dynamiques. Voilà. Et donc, on veut cette diversité, mais en même temps, il y a une limite en considérant la spécificité des facteurs de transcription. Parce qu'il y a un risque qu'avoir trop de facteurs de transcription, en fait, ils aient une proximité en termes d'affinité des séquences, de telle sorte qu'à ce moment-là, on a un système où tout se parasite, il y a des liaisons croisées qui empêchent en fait la régulation spécifique de certains gènes. Donc il va y avoir cette considération pourrait limiter la diversité des facteurs de transcription. Alors, Zvitulski avec Uri Alon ont utilisé un modèle qui s'apparente au type de raisonnement que l'on a vu pour le codage génétique et dont j'aimerais parler rapidement maintenant. On peut se représenter donc cet équilibre à trouver entre diversité et spécificité en considérant l'espace des séquences auxquelles se lient les facteurs de transcription, donc c'est un espace en grande dimension, mais ici on peut se représenter dans le plan, où on voit ici différentes séquences par ces points noirs. On peut considérer d'abord un système où on a privilégié la spécificité. Un facteur de transcription va avoir une séquence privilégiée et peut se lier à des séquences avec une proximité donnée. La taille de la sphère correspond en fait à la taille des séquences avoisinantes la séquence optimale auquel il va se lier. Dans ce cas-là, en fait, les sphères, on peut le comprendre en termes de sphère packing, c'est-à-dire de rangement de sphères dans ce plan. Et on peut voir donc que dans ce cas-là, la spécificité est privilégiée, mais la diversité est limitée par le fait que l'on ne peut pas impacter plus de sphères qu'il n'est possible dans ce plan. À l'inverse, si on privilégie la diversité, on va effectivement avoir un recouvrement entre ces différentes sphères, de telle sorte que là, on va avoir un problème de spécificité. Donc, à partir de ce type de représentation, on peut faire un calcul, et ils le font dans cet article, qui permet de voir quel est finalement le nombre de facteurs de transcription maximal que l'on aurait qui satisfait en fait la spécificité au détriment de la diversité. Quelle est la diversité maximale, plus exactement, que l'on peut obtenir en empêchant le recouvrement entre les différentes séquences de facteurs de transcription. Et on arrive à quelque chose de l'ordre de quelques milliers, suivant les différentes familles que l'on considère. Je vous invite à regarder l'article de plus près si vous le souhaitez. Et puis il y a toute une autre approche qui est utilisée pour arriver à une estimation d'un codage optimal. Mais le point intéressant ici, c'est qu'on se retrouve ici encore dans le cas d'une tension entre diversité et spécificité. On peut faire des calculs précis qui permettent d'estimer le nombre de facteurs de transcription maximal dans un système tel qu'on connaît avec les séquences nucléotidiques, 4 nucléotides et les longueurs de séquences associées. Alors, si l'on est dans le cas où on privilégie la diversité, on peut aussi faire une hypothèse sur la base de ce que l'on a déjà vu dans le code génétique et de nouveau maintenant, c'est que la seule façon en fait de faire face à ces situations, c'est de faire en sorte que le code soit de nouveau homogène ou lisse, smooth coding, de telle sorte qu'en fait que les gènes régulés par les facteurs de transcription recouvrants
soient en gros les mêmes ou appartiennent aux mêmes familles, de telle sorte que si jamais il y avait une liaison croisée du facteur de transcription, celui-ci et celui-là, en fait, ils induisent non pas des régulations de gènes qui n'ont rien à voir, mais de gènes appartenant à des familles équivalentes. Alors, ils commencent à tester ce genre de choses en regardant chez la levure et d'autres organismes, et ils regardent la distance en termes de séquences auxquelles se lient les facteurs de transcription. Ils regardent également les annotations fonctionnelles des gènes auxquels se lient ces facteurs de transcription sur leurs séquences. Et à partir de là, ils arrivent à un calcul que si l'on compare la proportion de facteurs de transcription, de paires de transcription qui ont des corrégulations génétiques de 14%, lorsque l'on considère des paires de facteurs de transcription qui ont des séquences similaires, on arrive à des similitudes fonctionnelles de l'ordre de 50%, qui est donc plus importante. Et donc, à partir de là, ils ont conclu que le lissage de ce code, en termes de similitudes fonctionnelles des gènes corrégulés par des facteurs de transcription qui ont une proximité grande, permet en fait de compenser en fait, l'impact de cette diversité que l'on veut le plus grande possible, mais pas trop grande. Donc, on a ici une limite imposée au nombre de facteurs de transcription. Alors finalement, cette limite, est-il possible de la contourner? Alors en partie, en prenant en compte l'effet combinatoire de facteurs de transcription. Donc là, c'est l'avantage d'un système avec de multiples facteurs, c'est que l'on peut maintenant considérer que, certes, on a raisonné en termes de facteurs de transcription individuels, mais comme on le sait, la régulation génétique nécessite la contribution de plusieurs facteurs de transcription qui peuvent agir de façon combinatoire. Donc cette combinatoire est l'autre aspect que l'on va maintenant commencer à regarder. Et pour prendre l'exemple de ce gène dont j'ai parlé la semaine dernière, rapidement, par exemple, cette bande d'expression de ce gène nécessite l'input transcriptionnel de 4 facteurs de transcription qui sont distribués dans l'espace de façon variable. Alors, parcourons rapidement des exemples biologiques d'effets combinatoires pour l'identité cellulaire. Il y en a un certain nombre et je trouvais utile de vous apporter une présentation de cet effet combinatoire dans la régulation génétique. Alors tout d'abord, on peut prendre l'exemple du nématode C. elegans qui a à peu près 300 neurones, représentés ici dans ce dessin. Et le laboratoire de Oliver Obert a présenté et étudié pendant des années ce qu'il appelle des sélecteurs terminaux. En gros, il dit que, et on le voit ici représenté dans cette matrice, que la combinatoire de facteurs de transcription en fait, définit de façon relativement spécifique l'identité de différents neurones. On voit ici des types neuronaux, et ici le type de facteurs homéobox, qui sont une famille de facteurs de transcription exprimés. Et on voit bien qu'il y a certains types cellulaires qui sont définis de façon... alors il faut regarder pour un type cellulaire, la combinaison de différents facteurs serait les différents points que l'on a ici. D'accord ? Donc il y a une certaine, comme un barcode, comme un code barre qui définit les différents types cellulaires, alors, si ce n'est de façon unique, de façon en tout cas peut-être par classe ou famille de gènes, de famille de neurones. Donc un bon exemple. Un autre serait dans le tube neural dont on reparlera la semaine prochaine, dans lesquels l'identité de différents motoneurones dans ce tube neural est dépendant de l'activité de morphogènes qui sont exprimés en gradient opposé BMP et Sonic Hedgehog représentés ici. Et on a ici l'expression des différents facteurs de transcription en différentes couleurs qui définit des plages de territoire et en aval d'autres facteurs de transcription qui définissent des classes de groupes de motoneurones qui auront une identité propre et qui correspondront à la combinaison de certains facteurs de transcription représentés ici. Un autre exemple assez remarquable est en fait dans le tube la chaîne neurale ventrale de la drosophile, où là, que l'on voit ici représenté, où là les neurones ont une identité très très précise. Alors ce n'est pas simplement un code spatial, c'est aussi un code temporel, vu que si l'on prend par exemple ce facteur, ce neuroblast particulier, on a ce lignage particulier plus exactement, on a ici la séquence temporelle d'activation d'un facteur de transcription, puis d'un deuxième, puis d'un troisième, etc., et qui va produire dans un lignage progressif où la cellule va produire, alors suivant les types de lignage, prenons celui-ci, une cellule GMC qui va produire 2 neurones, puis plus tard un autre, et donc on a une espèce de production séquentielle dans le temps, et en fait les différents neurones produits séquentiellement vont être différents parce qu'ils seront associés à une expression de facteurs de transcription qui vont être différents.
avec une expression en partie combinatoire, mais en tout cas séquentielle, qui les distingue l'un de l'autre. Donc là, on a un bon exemple de diversité de type cellulaire dans le système nerveux qui vient de la diversité d'un code de facteurs de transcription exprimé non pas spatialement comme dans le tube neural, mais plutôt temporellement dans une séquence représentée ici. Alors on en voit un autre exemple dans le lobe optique de la drosophile qui a été étudié par le laboratoire. Alors ce modèle-là avait été proposé par Chris Doe à l'origine, qui ici a écrit une revue sur ce système, mais un modèle très similaire a été découvert chez la drosophile dans le lobe optique. Le lobe optique, en fait, bon, le système, on a ici la rétine, on a différentes couches dans le cerveau, la médulla en particulier, et dans la médulla, on a différents types de neurones, dont 100 neurones différents, qui viennent en fait d'une zone de prolifération qui est située ici dans cette partie-là. Et cette zone de prolifération en vague produit des lignages très conformes à ce que l'on a vu dans le cas que je vous ai présenté auparavant, qui produisent ces chaînes de neurones, qui vont avoir des identités différentes en fonction d'une activation séquentielle de facteurs de transcription qui vont coder leur identité. Alors on peut le voir de façon précise en regardant. Alors ici, d'une façon très similaire à ce que je vous ai montré avant, ici on a le temps, on a le lignage, on a ce lignage qui est représenté ici, la production de neurones séquentiellement. Alors on voit des couleurs différentes, des couleurs, ça correspond grosso modo à l'identité progressive de ces neurones, et on voit ici dans la médulla proprement dite, le lignage représenté par des facteurs de transcription qui sont issus de cette carte et qui montrent, par exemple, 4 d'entre eux, Slopiperd, ALS, homothorax, qui sont exprimés ici, voilà, ces 3 ici, et qui sont exprimés de façon spatialement organisée parce qu'ils correspondent à l'activation séquentielle dans ce code d'identification des neurones. Voilà. Alors c'est une première façon de discriminer entre différents types cellulaires, et on peut ajouter d'autres combinatoires en ajoutant des facteurs spatiaux qui vont se superposer à cette cartographie un peu en oignon pour définir maintenant plus de multiplicité, non pas 100, mais maintenant plusieurs centaines de neurones différentes. Donc on a ici l'exemple de l'effet combinatoire dans la transcription. Donc pour résumer, sur le code transcriptionnel, on est parti en fait d'un mode de réflexion en termes d'équilibre entre diversité et spécificité, d'une façon qui est très proche du raisonnement qu'on a suivi pour étudier le code génétique. Et on a vu que pour contourner ou dépasser les limites inhérentes à ce codage pour permettre une diversité d'expressions génétiques, l'effet combinatoire de facteurs de transcription vient comme une ressource essentielle sur les séquences régulatrices des gènes pour créer plus de diversité. Venons-en maintenant au troisième cas d'étude, qui est le cas de la signalisation cellulaire. Alors cette signalisation, souvenez-vous de l'image que je vous avais montrée au tout début, un diagramme absolument épouvantable avec des dizaines ou des centaines de flèches. On va essayer de voir dans un exemple particulier comment on peut mettre un peu d'ordre en regardant les propriétés de codage de ce système. Alors déjà, chez les métazoaires, il y a finalement un nombre assez limité de voies de signalisation. Elles appartiennent à des grandes familles que j'ai listées ici. Il y en a 7, BMP, WNT, etc. Ces voies sont très conservées. Elles ont été découvertes dans les années 70-80 dans des organismes modèles, comme la drosophile. On a montré qu'elles avaient des orthologues jusqu'aux humains dans tous les organismes. Et elles ont même des racines beaucoup plus anciennes dans les organismes, voilà. Donc, tel qu'on l'a étudié par des approches évolutives. On est dans des systèmes où en fait, des ligands se lient à leurs récepteurs de surface cellulaire et induisent des réponses cellulaires spécifiques. Et donc, encore une fois, on va tomber dans cette question importante, comment comprendre la spécificité de réponses cellulaires dans un système où on va avoir encore un système de reconnaissance spécifique entre un ligand et un récepteur, c'est-à-dire entre deux molécules, toujours dans le même paradigme que pour le code génétique, entre un codon et un anticodon, mais là, entre un récepteur et son ligand. Alors, il y a un certain paradoxe que j'aimerais d'abord exposer, qui est que les ligands et les récepteurs sont exprimés dans les domaines qui sont peu spécifiques. Ils sont exprimés dans les grands territoires qui recouvrent des zones assez larges. Et néanmoins, leurs fonctions sont extrêmement spécifiques dans le temps et dans l'espace. Donc comment comprendre ce paradoxe? Comment la spécificité est-elle possible? Quelle est la stratégie d'encodage de signalisation qui le permet? Alors on pourrait imaginer déjà, et c'est une bonne stratégie, un contrôle quantitatif, c'est-à-dire que la dose d'un ligand permettra, c'est le cas du morphogène, et on le verra la semaine prochaine par exemple, d'induire une réponse distincte en fonction de la concentration avec un effet de seuillage.
Première stratégie. La deuxième va être une stratégie de contexte, c'est-à-dire que les cellules ne seront pas forcément toutes équivalentes, même si elles reçoivent le même ligand, elles ont une histoire. Par exemple, elles peuvent exprimer des facteurs de transcription différents. Donc le codage qu'on a vu précédemment pourrait impacter à la réponse d'une cellule au même ligand et donc induire des réponses différentes. Deuxième stratégie qui existe. Mais la troisième stratégie, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle de la diversification des familles de ligands. Donc on va s'intéresser encore à l'exemple de diversité, mais de voir quelles sont les limites imposées à cette diversité en termes de spécificité. On verra un autre aspect. En fait, on peut imaginer deux scénarios possibles. Le premier, de dire on va avoir un encodage spécifique, un ligand, un récepteur. Et le deuxième, qui correspond beaucoup mieux à la réalité, on va avoir une liaison many to many, c'est-à-dire plein de ligands vont se lier à plein de récepteurs. Alors, superficiellement, c'est un peu un cauchemar, et pour les généticiens, c'est très difficile d'analyser, parce que quand on enlève un ligand, on a des réponses qui ne sont pas du tout simples, pas du tout logiques en apparence. Ça ne correspond pas à un ligand, à un récepteur, on enlève l'un et l'autre, on a des phénotypes semblables. Au contraire, on a des situations très très complexes. Mais c'est cette situation-là qui permet en fait d'expliquer la spécificité et les propriétés liées à la combinatoire qui sont assez remarquables. Donc on va comparer ces deux stratégies. Et donc le laboratoire de Michael Elowitz à Caltech a étudié ces dernières années ce système dans pas mal de détails. C'est un système qui est assez simple. On a une famille de ligands qui vont avoir des couleurs différentes, BMP, qui se lient à des récepteurs. Alors le récepteur, c'est un dimère ou un hétérodimère. Il y a un récepteur de type 1, un type 2, ils vont avoir des couleurs comme ça. Et donc on a différents hétérodimères qui peuvent répondre à cette famille de ligands. Mais par contre, après, c'est très simple, parce qu'on a en gros un messager, qui est une molécule, qui, quand elle est phosphorylée, va pouvoir réguler la transcription de gènes en aval. Et on va étudier l'effet de cette voie de signalisation en regardant la production d'une molécule fluorescente dans un promoteur synthétique qui répond directement à cette molécule ici. On a un espace de ligands qui a une certaine dimension, vu qu'il y a plus d'une dizaine de ligands. Les récepteurs sont dans un espace en plus faible dimension, parce qu'il y en a moins que le nombre de ligands. Alors déjà, ce qu'on observe expérimentalement, c'est qu'en voyant l'activation de ce gène reporter, en associant différents ligands, on voit bien qu'il y a un effet combinatoire, c'est-à-dire en fait que certaines associations produisent plus de gènes reporters que d'autres. Et donc, à partir de cet effet combinatoire, on veut essayer de mettre un peu d'ordre. Alors une chose qui a été étudiée de façon plus précise, c'est de regarder des paires spécifiques. En regardant des paires spécifiques de ligands, par exemple ici BMP9 et BMP4, et en faisant varier la dose de ces différents ligands, on voit différentes interactions entre ces différents ligands qui donnent naissance à des classes de réponses ou de comportements qui sont montrées ici, en culture des cellules. Donc la première, c'est un effet additif entre les deux ligands qui fait que finalement, peu importe l'identité, pourvu qu'il y en ait autant de l'un ou de l'autre. Il n'y a pas de spécificité d'action, il y a un effet quantitatif, c'est un effet purement additif. On a ici les concentrations respectives des ligands et on a ici la réponse d'activité qui est plate sur ces différentes plages de concentration. Il y a un effet ratiométrique qui peut s'observer pour certaines associations, comme BMP4 et GDF5, dans lesquelles en fait, il y a une asymétrie, autrement dit, c'est-à-dire que BMP4 est très actif, GDF5 ne l'est pas, et lorsque le rapport entre les deux évolue, on a donc une réponse différente. Troisième comportement possible, entre deux ligands différents, donc on a ici le même ligand BMP4, confronté ou couplé à d'autres ligands, là où en fait on passe d'une réponse additive ratiométrique, et ici une réponse déséquilibrée, imbalance, dans laquelle on voit une réponse forte aux deux extrémités, BMP10, BMP4, mais lorsque les deux sont présents, on n'a plus d'activité. Et donc on veut comprendre ce type de comportement. Alors ils construisent un modèle mathématique et après font des simulations qui permettent de comprendre d'où vient ce type de comportement lié à la combinatoire de ces ligands. Alors en gros, ce premier type de modèle considère des constantes d'affinité entre, enfin en tout cas l'affinité d'association du ligand avec un récepteur, puis la formation du trimère, donc le dimère, puis le trimère se forme avec notre constante d'équilibre. Et enfin, on a une activité propre au trimère une fois qu'il est formé pour l'activation de cette molécule essentielle à la régulation transcriptionnelle. Donc en gros, on a des affinités de liaison des ligands au récepteur, et de l'autre, on a une activité propre. Et on verra que c'est important de découpler les deux, que l'effet combinatoire provient de ce découplage entre les deux. À partir de ce schéma, ils explorent une grande classe d'associations de paramètres, à peu près 100 000. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont regarder, ils vont faire passer ces différents types de valeurs de paramètres au crible de deux fonctions
deux propriétés. La première, c'est la force respective des deux ligands, qui permet en fait de quantifier l'asymétrie dans la signalisation entre deux ligands. Si jamais il n'y a pas d'asymétrie, on va avoir une valeur de 1, et s'il y a une asymétrie très forte, on va avoir une valeur de 0. L'autre paramètre qu'ils vont regarder et quantifier, c'est l'interférence, le coefficient d'interférence entre les ligands, qui peut être positif ou négatif, ou nul. Et à partir de là, en regardant toutes ces différentes valeurs de paramètres, ils voient que finalement, et en regardant ici, donc, en fonction de ces deux paramètres relatifs, la force respective des ligands ou le coefficient d'interférence, on voit que la plupart en fait, des simulations rentrent globalement dans un triangle représenté ici. Et ce qui est de façon assez remarquable, c'est que les classes de comportement que j'ai énoncées tout à l'heure se retrouvent dans ce type de modèle en y ajoutant une nouvelle. On va avoir, dans le cas d'un coefficient d'interférence qui est dans le cas d'une force, quand les deux ligands ont une force équivalente, on a les trois classes de comportement additif, comportement imbalance ou balance. Et en revanche, lorsqu'il y a une très forte asymétrie entre les deux ligands, on est dans le cas d'un comportement ratiométrique, comme on l'a vu ici. Et puis, on peut maintenant distinguer effectivement le comportement additif ou imbalance ou balance. Alors ça, c'est un autre comportement qui est trouvé dans ce type de modèle, qui n'était pas vu dans les analyses précédentes, mais qui consiste à dire un effet synergistique, si vous voulez, entre les différents ligands, ou l'activité plus forte aux concentrations combinées des deux molécules. Donc on retrouve ici des modes d'intégration de ces différents ligands par la combinatoire qui génèrent des grandes classes de comportements computationnels, addition, multiplication, division ou soustraction, de façon approximative. Alors, comment rendre compte de ce type de comportement à partir des propriétés du système? Alors, pour l'addition et l'approche ratiométrique, c'est assez simple, vu qu'on va dire finalement que les ligands en fait, vont se lier de façon équivalente à leurs récepteurs, mais c'est surtout que les activités de ces deux ligands, alors par exemple bleu et vert, vont avoir une activité équivalente en termes d'activation. Donc à ce moment-là, on va avoir un comportement purement additif. Pour le comportement ratiométrique, les deux ligands se lient au même récepteur, mais on va dire que, en raison de cette asymétrie, enfin, l'asymétrie provient du fait que l'un des ligands va avoir une activité plus importante que l'autre. Le cas plus intéressant, c'est les cas qui correspondent à l'imbalance et le balance d'action de ces deux ligands. Dans le cas de l'imbalance, finalement, on va dire que le ligand vont se lier préférentiellement à un récepteur, mais avec ce récepteur, ils vont avoir peu d'activité. Et réciproquement. Le bleu va se lier à ce récepteur, mais ce complexe de récepteurs ne va pas signaliser. Et idem ou réciproquement pour le vert, qui va se lier plutôt à ce récepteur, mais qui va peu signaliser. Quel est l'impact de cela en termes de signalisation? Si chaque ligand est présenté séparément, on va avoir de l'activité, vu qu'ils vont en fait populer les deux classes de récepteurs, avec pour l'un avoir peu d'activité, l'autre beaucoup. Mais quand on met les deux ligands en présence, ils vont se répartir sur les deux classes de récepteurs avec lesquels ils auront peu d'activité. Et donc, on va avoir un comportement ratiométrique qui va minimiser la signalisation. Et dans le cas donc, du balance entre les deux ligands, en fait, là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'un récepteur va se lier préférentiellement avec un ligand, mais avec cette liaison, il va avoir plus d'activité, et donc on va avoir un effet synergistique entre les deux ligands. Alors, le cas intéressant, c'est que maintenant, on peut considérer une cellule, comment finalement peut-elle modifier ce comportement computationnel, addition, multiplication, approche ratiométrique, suivant ses propriétés. Et donc, ils ont considéré la possibilité que la concentration du récepteur pourrait jouer un rôle important ici. La raison, c'est que les cellules ont des réponses différentes au même ligand, donc chaque cellule est un peu différente, et que les concentrations de récepteurs varient d'une cellule à l'autre. Alors d'abord, in silico, ils ont commencé à fixer certaines valeurs de paramètres, et explorer l'impact de la concentration du récepteur. Dans un certain nombre de cas, ça génère peu de comportements différents, mais dans un grand nombre de cas, étant donné une valeur particulière de paramètres et en modifiant la concentration du récepteur, eh bien, on obtient des classes de comportements ratiométriques, balance, imbalance ou autres différents. Ce qui veut dire que donc, le récepteur, en tout cas in silico, dans ce modèle, est capable de faire évoluer le système d'un type de comportement combinatoire à un autre. Alors voyons dans les expériences, où en fait on peut maintenant, en présence d'un couple de ligands BMP4, BMP9, faire modifier la concentration d'un récepteur et on passe d'un comportement qui va être additif à un comportement ratiométrique.
où ici, on va avoir un comportement qui va être imbalance et qui va après devenir, en cas d'expression d'un autre récepteur, additif. Donc ces expériences semblent montrer que les cellules peuvent utiliser comme variable de contrôle du comportement combinatoire du code de signalisation la concentration de leurs propres récepteurs à la surface. Donc les propriétés de ce système de codage sont assez remarquables, vu que c'est un cas où en fait, les cellules vont être sensibles à la fois à la concentration absolue du ligand, mais aussi à la concentration relative. Et en fait, toute variable cellulaire qui va faire évoluer de façon corrélée un certain nombre de ces paramètres, comme par exemple la taille de la cellule, sa surface, sa forme ou l'accessibilité du ligand, va induire le même type de réponse. Donc finalement, une cellule, imaginons qu'elle change de forme, de surface, et qu'en raison de la variation du nombre de récepteurs, la cellule répond de façon complètement différente, ça serait potentiellement un problème. Donc finalement, ce type d'encodage a une caractéristique, c'est qu'il rend une certaine robustesse par rapport à certaines évolutions de forme ou de propriétés cellulaires. L'autre caractéristique, c'est que cet encodage et ces propriétés combinatoires viennent du fait qu'il y a une intégration entre la détection du ligand et l'activité, mais qu'il y a un découplage entre l'activité du transducteur en aval de la signalisation et les propriétés en fait, de liaison et les affinités entre le récepteur et le ligand. Alors, à partir de ce type d'approche, ils ont pu étudier, par exemple, comment l'adressage, la spécification de certains types cellulaires pouvaient venir des propriétés combinatoires de ces ligands récepteurs et des expressions, niveau d'expression des différents récepteurs. En fait, il analyse cette fois-ci en termes non pas simplement de propriétés génériques in vitro, mais en termes d'identité cellulaire dans les contextes plus in vivo. Alors, en dernier point, j'aimerais aborder un dernier type d'encodage. Ce dernier type d'encodage, c'est l'encodage qui est lié à un autre type de reconnaissance moléculaire, qui est l'adhésion cellulaire. Donc en fait, c'est quelque chose qui a connu un essor assez considérable dès lors que, dans les années fin 70-80, les molécules, fin 70 plus exactement, les molécules d'adhésion ont été clonées, identifiées dans les laboratoires de Gerald Edelman aux États-Unis, François Jacob à l'Institut Pasteur et Takeichi au Japon. La découverte de ces molécules d'adhésion, dans le cadre, moi je vais parler maintenant de le modèle d'adhésion différentielle, a donné l'espoir qu'on pouvait expliquer la diversité des formes en termes d'un codage d'association entre différentes molécules de surface. Et Gerald Edelman, c'est celui qui a poussé le plus loin ce type de représentation, dont on sait aujourd'hui en fait qu'elle est au minimum trop simple, en fait, qu'elle n'est pas adéquate, mais qui en moins a sa pertinence à un certain degré. C'est pour ça que je voulais quand même en parler. Alors, à l'origine, l'idée d'une spécificité de reconnaissance cellulaire en termes des comportements vient de travaux qui ont été synthétisés par Paul Weiss après la guerre. J'en avais parlé dans mon tout premier cours il y a 7 ans sur l'adhésion. Et de façon plus précise encore par Holfreter dans ses études sur notamment la salamandre juste après la guerre, pendant la guerre et après la guerre. Alors, une contribution importante dans cette compréhension des molécules d'adhésion, c'est le travail de Steinberg qui a publié en 1969 un article, pardon, 63 un article important. Et je vous lis ici la conclusion, parce qu'en fait, elle est assez représentative de l'effort de simplification dont je parlais dans mon introduction. Finalement, quand on parle d'affinité, on est intéressé par une question de spécificité, mais comment traduire ça en termes d'une variable quantitative mesurable. Et donc là, je le cite. The entire genetic code is expressible with an alphabet containing only 4 elements, comme on l'a vu. It would appear that a not inconsiderable amount of the information required to produce, through morphogenetic movements, the anatomy of a body part may be expressed in a code whose sole element is quantity, more versus less. Cette quantité dont il parle, c'est le travail d'adhésion réversible entre deux cellules qui exprimeraient des molécules d'adhésion à leur surface. Et donc, c'est la conclusion qui montre l'espoir qu'il formulait à la fin de son article d'arriver finalement à expliquer quelque chose d'aussi complexe que la forme d'un organisme à partir d'un code
d'association de molécules de surface qui donneraient aux cellules des propriétés de tension de surface, qui les ségrégerait les unes par rapport aux autres, les arrangerait dans l'espace. Alors, les expériences clés de Steinberg à la suite de cette proposition en 1963, par exemple cet article qui a été publié 40 ans plus tard, montre comment, in vitro, on peut exprimer différentes concentrations de molécules d'adhésion, comme cette N-cadérine. Si les molécules sont exprimées à des niveaux équivalents dans les cellules vertes et les cellules rouges, on a une distribution poivre et sel. Et si on a une cellule qui exprime plus de molécules N-cadérine, elle va former un noyau entouré par une enveloppe de cellules qui expriment moins de la cellule d'adhésion. Et donc, il y a un certain déterminisme dans la structure d'enveloppement de ces cellules en termes de l'expression à la surface de molécules d'adhésion. Alors, ce que font, c'est, à l'instar de deux fluides, la proposition de Steinberg, c'est de dire qu'on peut considérer, c'est une hypothèse qui a ses propres limites, mais que en fait, l'association-dissociation entre deux cellules, c'est un peu comme l'association-dissociation entre deux molécules, et qu'à l'interface entre deux populations de cellules qui auraient des molécules d'adhésion différentes, en raison du fait que certaines associations ne sont pas fortes entre ces deux populations, eh bien, il va y avoir un phénomène de tension de surface qui relie la variation de surface au coût de l'énergie pour cette modification de surface. Et donc, on peut, à partir de là, même faire des mesures expérimentales de la tension de surface associée à ces structures d'enveloppement. On voit ici un résumé d'un article publié en 1996 encore par Steinberg et ses collègues, qui montre comment des variations de tension surface mesurées en newton par mètre permettent d'exprimer les structures d'enveloppement successives emboîtées entre ces différentes populations cellulaires. On voit aussi des exemples dans la rétine de la drosophile ou un cas qui a été publié en 2004 où on voit l'organisation de cellules du cône de la rétine qui semble pouvoir s'expliquer par des phénomènes de tension de surface qui montrent une analogie avec des bulles. De fait, N-cadérine est exprimée plus fort dans les cellules du centre que d'autres cellules. Toutes expriment E-cadérine et les cellules qui expriment N-cadérine sont au centre. Elles forment des angles à la périphérie qui sont plus grands. Et quand on enlève cette molécule, on voit maintenant des angles qui s'approchent de 120 degrés. Et quand on exprime maintenant plus fortement N-cadérine partout, quand on rend toutes les cellules égales, de nouveau les angles se modifient. Alors, cette description est très belle et effectivement, on peut expliquer en termes d'expression différentielle des cadérines la morphologie de groupes cellulaires ou d'enveloppement, comme on l'a vu. En réalité, ici, il y a des variables cachées. Il y en a une qui est la contractilité cellulaire qui joue un rôle très important. Mais ça, j'en avais parlé et je ne reviens pas. Mais en tout cas, elle montre de façon très caractéristique le fait que dans des cas d'anatomie simple, l'organisation spatiale des cellules semble pouvoir s'expliquer par un codage d'expression des molécules d'adhésion cellulaire. Alors, c'est dans le système nerveux qu'il y a une longue tradition pour penser finalement le rôle des molécules d'adhésion en termes de reconnaissance spécifique entre différentes molécules. Donc, on a vu le code combinatoire pour produire l'identité de cellules neuronales. On peut le revoir en termes maintenant de est-ce que ces molécules d'adhésion de surface peuvent expliquer certains types d'associations ou de non-associations entre les neurones. Alors, celui qui a poussé le plus loin ce modèle de chémo-affinité, c'est Sperry en 1963, qui dit en gros qu'il y a un code spécifique pour chaque neurone, ce qui est tout à fait invraisemblable, mais qui a été très influent. On a une modification de ce type de formulation qui est un code area code, donc c'est un code d'adressage en fait, de ces neurones qui définit des catégories en fait, plus larges, pas une identification de cellules spécifiques par Dreyer. Et ces modèles ont été très remis en question dès lors qu'on a considéré que finalement l'encodage était impossible, qu'il y avait trop de neurones dans le cerveau humain. Donc c'était plutôt l'activité qui allait créer des associations spécifiques, avec donc, la proposition de Changeux et d'Ullmann également. Et puis finalement, on sait qu'il y a des molécules d'adhésion exprimées dans les neurones et qui jouent des rôles importants. Alors je vais reviewer rapidement. Là, on voit un peu la densité des types de neurones dans un cerveau. On voit mal comment on pourra avoir des reconnaissances spécifiques exclusives. En tout cas, il y aura cette catégorie générale, grande catégorie de neurones qui pourront se reconnaître comme appartenant à la même famille et distincts d'autres familles sur la base de l'expression de certaines molécules de surface, mais il n'y aura pas de spécification individuelle. Alors, il y a des molécules qui jouent un rôle très important pour se distinguer, elles, de ce neurone, d'un neurone voisin appartenant à la même famille. Ça va être le cas de molécules qui, chez les invertébrés, s'appellent DSCAM.
Il y a un grand nombre de variants par épissage alternatif, jusqu'à plus de 15 000 variants isoformes spécifiques. Donc chaque cellule va en gros avoir une adresse spécifique en termes de molécules de surface, ce qui va lui permettre de se reconnaître, parce que ce sont des neurones qui ont des branchements dynamiques, et qui vont permettre de reconnaître, lorsqu'ils rencontrent une autre branche, si c'est le même neurone ou un neurone voisin, en termes de, comme chaque neurone va avoir l'expression unique de un ou deux variants, il va pouvoir se distinguer statistiquement de ses voisins. Donc c'est un mécanisme assez invraisemblable quand on y pense, mais l'évolution a généré un mécanisme de reconnaissance du soi, non-soi pour un neurone sur la base de l'expression aléatoire d'isoformes en très très grande quantité. En tout cas, c'est ce qui se passe chez la drosophile, et donc qui permet donc une reconnaissance de façon probabiliste de l'identité neuronale. D'autres molécules, alors chez les vertébrés, c'est les protocadérines qui ont été étudiées par Tom Magnatis et son labo pendant des années et qui génèrent une certaine diversité qui ne repose pas. Alors, le nombre de variants n'est pas aussi nombreux qu'ici, mais par contre, c'est l'aspect combinatoire et aussi quantitatif des multimères de ces molécules à la surface qui permet un encodage quantitatif pour la reconnaissance de neurones de même identité ou d'autres identités. Et puis, il y a des familles beaucoup plus petites, beaucoup moins nombreuses, qui permettent des reconnaissances spécifiques dans certaines parties du cerveau et qui correspondent et qui nécessitent une expression combinatoire de certaines molécules de surface. Elle ne permet pas une identité unique cellulaire, mais en tout cas de certaines reconnaissances par famille. Et on voit ici l'association entre ce type de récepteurs. Alors on voit ici les différentes isoformes, ici d'autres isoformes, et on voit bien qu'il y a donc tout ne se lie pas à tout, il y a une certaine forme de spécificité, pas aussi exclusive qu'on peut le voir ici pour ces différentes isoformes. Et le dernier point, pour brouiller un peu toutes les cartes, c'est de dire finalement, avec le code génétique, on avait l'exemple d'un codage très déterministe, et qu'on voulait le plus précis et avec aucune surprise. On voit, quand on gagne en complexité, à travers la régulation transcriptionnelle, puis la signalisation, où on définit l'identité cellulaire, et encore plus maintenant avec les molécules d'adhésion pour la reconnaissance de type cellulaire pour construire un organe aussi complexe qu'un cerveau, on voit de plus en plus la difficulté d'arriver à coder spécifiquement. Au mieux, on va coder des familles. Et donc ici, je voudrais vous parler de quelque chose qui a été assez remarquable et très rapidement pour montrer comment on doit peut-être repenser le codage dans un système qui est beaucoup plus bruité. Il s'agit, chez la drosophile, et je pense chez d'autres insectes qui ont un œil composé, de ce qu'on appelle la superposition neurale, neural superposition. L'œil de la drosophile, c'est un œil qui est composé de 800 omatidies, chaque omatidie composée de 8 photorécepteurs, qui chacun pointent dans des directions de l'espace un peu différentes, parce que ce ne sont pas des fibres qui sont exactement parallèles. Donc un œil, une omatidie, d'accord, va avoir 8 photorécepteurs qui ne vont pas être dans le même point de l'espace. Chaque photorécepteur a une certaine sensibilité, un signal sur bruit, de telle sorte qu'il ne va pas être tout à fait capable de détecter avec précision certains signaux faibles. Donc en fait, il va falloir qu'il se réassocie à d'autres photorécepteurs dans les omatidies voisines qui vont pointer vers la même direction de l'espace. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que là, vous avez une omatidie, vous avez les 8 photorécepteurs. Voilà, en fait, c'est les 6 outer photorécepteurs, représentés par différentes couleurs. Comme chacun sont dans différentes directions de l'espace, on ne peut pas les projeter ensemble dans les couches du cerveau plus profondes. Et donc la neuronal superposition consiste à récupérer les neurones des omatidies voisines qui pointent vers les mêmes directions de l'espace et que l'on va faire converger vers le même neurone dans la médulla pour arriver à récupérer les photons qui pointent vers les mêmes directions de l'espace, récupérer plus de gains et avoir une réponse plus spécifique. Donc comment un organisme peut mettre en place un système? Alors ce n'est pas encore assez connu, je pense que je vais inviter à mon colloque en juin Robin Isinger, qui est quelqu'un d'absolument extraordinaire qui a étudié ce phénomène. Beaucoup de personnes se sont arrachées les dents pour comprendre ce système. En gros, la réponse semble être aujourd'hui, ce qu'il a vraiment déterminé dans son labo, c'est que cette projection ne nécessite pas la présence de la cellule cible. Parce qu'on pourrait se dire, les neurones vont aller de façon plus aléatoire vers une cible, il va y avoir une sélection spécifique, les autres meurent, il serait bon. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a une exploration qui est en fait un peu comme une marche aléatoire biaisée, où les cônes de croissance, il y a une statistique d'évolution, donc c'est un système très bruité, mais pas totalement bruité. Donc il y a comme une espèce d'encodage initial de trajectoire possible,
ou plutôt des contraintes associées à l'exploration libre de ces cônes de croissance venant de ces neurones, et qui donnent en fait l'apparence d'une reconnaissance spécifique, mais sans détermination, sans codage spécifique. Donc c'est quelque chose qui est très étudié actuellement. C'est, je pense, la seule personne qui aujourd'hui a le courage de s'intéresser à ce système. Et par différentes discussions que j'ai eues avec lui, je pense que c'est un système qui sera important d'entendre, s'il le peut, en juin prochain. Voilà, donc je voudrais finir finalement par brouiller un peu cette idée que le codage déterministe est la seule possibilité pour arriver à expliquer l'association spécifique entre les cellules, ou en tout cas la spécificité biologique. Je conclus. En parcourant donc ces différents types de codes, quelles leçons peut-on en tirer? Alors le code génétique est par essence déterministe, comme on l'a vu. Il nécessite des mécanismes de correction des erreurs ou de minimisation des erreurs qui sont de deux formes. D'abord, le kinetic proofreading, comme on l'a vu, et deuxièmement, l'encodage lisse, qui nécessite la proximité fonctionnelle entre des acides aminés qui seraient codés par des codons proches, en tout cas qui peuvent muter de l'un vers l'autre. Donc smooth encoding et proofreading sont les deux moyens de minimiser l'erreur dans cet encodage déterministe. Dans le code transcriptionnel, on a aussi des évidences d'un smooth encoding qui permet de minimiser l'impact de facteurs de transcription qui, étant très diverses, auraient une proximité d'être très proches l'un de l'autre en termes de reconnaissance de séquences. Et pour contourner les limites imposées à ce nombre de facteurs de transcription, on a vu comment l'effet combinatoire, l'encodage combinatoire des facteurs de transcription permet de créer une multiplicité d'identités de cellules, notamment dans le système nerveux. En termes de signalisation cellulaire, qui s'ajoute à des cellules déjà prescrites par leur codage transcriptionnel au cours de leur vie, on a vu qu'en fait, on n'est pas dans un cas d'un système de spécificité d'association ligand-récepteur, mais au contraire, dans un cas où on va avoir une certaine promiscuité d'association entre ligands en grand nombre et récepteurs. Et en fait, c'était les propriétés émergentes liées à la combinatoire d'association de ces ligands et de leurs récepteurs qui permettent de faire générer des classes très précises de comportements combinatoires, comportements additifs, soustractifs, ratiométriques ou synergétiques, et qui permettent de créer des classes de comportements différents, lesquels peuvent être modifiés, comme on l'a vu, par la régulation différentielle du récepteur, qui permet à une cellule de sortir d'une classe combinatoire à une autre. Et en dernier lieu, le code d'adhésion, qui lui, clairement, n'obéit pas à un code, sauf exception, que j'ai mentionné en partie, à un code déterministe, mais plutôt à un code statistique dans lequel on va avoir des processus stochastiques d'association-dissociation. J'aimerais revoir les choses de façon un tout petit peu différente, en voyant finalement quelles sont une façon de voir à travers ces différents types d'encodage, une façon de comprendre les choses. Donc, la théorie du codage, comme on l'a vu avec le travail de Zvitulsti, apporte un cadre intéressant pour étudier l'évolution du codage, et on a vu notamment ce point important du encodage lisse. L'approche combinatoire semble être aussi une approche que l'on voit dans différents systèmes que l'on a étudiés. Et puis, finalement, j'aimerais finir avec cette perspective sur le caractère déterminisme de certains encodages, qu'on voit très très bien représenté avec le code génétique, et puis avec les autres cas, quelque chose qui graduellement semble moins ou moins collé avec un codage déterministe, même si on peut retrouver certains aspects dedans. On est plutôt face à un système qui a gouverné par une grande multiplicité et effets stochastiques. Et donc, pour arriver à trouver des propriétés d'encodage plus simples, par l'effet combinatoire, on fait appel ici on serait tenté de parler un peu d'algorithmes associés au comportement de ce réseau où on a ligand, récepteur et leurs différents types de réponses. Et on voit que dans le cas de l'adhésion, on avait un système d'exploration aléatoire. Quand les cellules, dans les expériences de Steinberg, font leur tri, en fait, elles ont une marche aléatoire, et au gré de leurs associations et des préférences d'association entre cellules, elles peuvent nucléer différents foyers qui vont pouvoir croître et se stabiliser. Dans le cas de la superposition neuronale, comme j'ai commencé à très rapidement vous présenter, mais vous pourrez voir les articles si cela vous intéresse, ou si j'arrive à le faire venir, Robin Huizenga pourra nous parler. On a un système où en fait, l'encodage apparent en fait, vient d'un système qui laisse toute sa place à la marche aléatoire dans ces systèmes. Donc finalement, le challenge vient d'essayer de comprendre comment, dans un système gouverné par le bruit et par des processus stochastiques, on peut comprendre un algorithme qui permettrait de retrouver un ordre et une spécificité. Je le présente plutôt comme une question ouverte, parce que c'est quelque chose qui, je ne pense pas, est bien compris. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le codage, qui est une bonne façon de commencer à s'intéresser à la diversité et à la spécificité, à voir les tensions qu'il y a entre ces deux types de systèmes, de voir comment on peut penser de façon théorique et expérimentale ces différents systèmes.
Voilà, donc j'en ai fini et la semaine prochaine, nous poursuivrons, mais en voyant les choses de façon très différente. Les 2 prochains cours seront consacrés à l'encodage-décodage du temps, enfin de l'espace d'abord, puis du temps. Et en particulier, la semaine prochaine, on verra en détail la théorie de l'information de Shannon et comment elle a pu être utilisée pour parler d'encodage et décodage spatial de l'information au cours du développement. Voilà, je vous remercie et à bientôt.